Alex, des nouvelles du côté du Standard? Oui, alors Farid est en attente, il va passer immédiatement. Je rappelle le numéro, c'est le 08 92 23 95 20. Alors pour faciliter, pour multiplier le nombre de passages, les auditeurs, Monsieur Poher, vont vous poser une question, ensuite nous raccrochons, nous laissons la place à quelqu'un d'autre et pendant ce temps-là, vous pourrez répondre à la question. Nous accueillons donc Farid. Farid, bonjour. Oui, bonsoir messieurs. Je prétends pas connaître la science malheureusement, mais c'est très intéressant et j'aurais voulu savoir quel est votre avis au cas où on arriverait à dompter ou attraper, disons, un extraterrestre. Est-ce que ça ne remettrait pas en cause l'humanité telle qu'on la conçoit ici-bas? Merci Farid. Merci, au revoir. Au revoir. Oh, je crois que ça ne la remettrait pas en cause parce qu'il y a énormément de scientifiques qui réfléchissent à la possibilité d'existence de civilisations partout ailleurs. Ce qui serait intéressant sur le plan de la recherche, ce serait de comparer un autre personnage ayant vécu, ayant évolué dans un environnement complètement différent et de voir si il a les mêmes ADN, par exemple, si il a des poumons, s'il respire, s'il mange. Je veux dire que les biologistes apprendraient beaucoup de choses. Et puis peut-être que, pas seulement les biologistes, si on arrivait à communiquer. Bon, c'est sûr que c'est un peu risqué, parce que si des gens venaient nous voir avec un savoir beaucoup plus prononcé que le nôtre, je veux dire en avance de par exemple 1000 ans sur le nôtre, eh bien, c'est dangereux parce que nos chercheurs n'auraient plus envie de chercher. C'est-à-dire que c'est pas la peine d'aller chercher, il suffit d'ouvrir le dictionnaire de celui qui vient nous voir pour tout savoir. Donc ça c'est un peu risqué. On a un risque d'effacement complet de la civilisation. Et ça s'est déjà produit sur Terre. C'est-à-dire que des civilisations ayant rencontré des civilisations terrestres, des civilisations un peu plus avancées, eh bien, ont cessé d'avoir leur propre civilisation. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec la notion de choc culturel. C'est une espèce de choc culturel, mais c'est plus grave que ça, parce qu'il y a un désintérêt complet pour des grands pans de la recherche à ce moment-là. Or, c'est bien ça qui nous fait avancer, donc c'est très risqué. Alex, nous rappelons le Standard pour prendre la place de Farid, à supposer que, évidemment, ça répond à sa question. 08 92 23 95 20, 34 centimes la minute. 08 92 23 95 20. D'autres questions, Franck de Cloquemont? Je voulais vous poser justement la question de la refondation éventuelle du GEPAN CEPRA. Il est certain que Jean-Jacques Velasco est seul actuellement pour s'occuper un petit peu de tous ces phénomènes, tous ces témoignages. Et il nous a confié lors d'un récent entretien qu'a priori 90% environ, selon lui, des observations qui étaient faites n'étaient absolument pas rapportées à cet organisme par justement peur du ridicule. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà rencontré à l'époque quand vous étiez à la tête du GEPAN? Oui, mais je crois que ça empire. Je crois que ça empire pour plusieurs raisons. Le fait que le CNES et son conseil scientifique du GEPAN aient adopté comme tactique de ne pas publier n'incite pas du tout les gens à rapporter leurs observations parce qu'ils peuvent se demander si ça sert à quelque chose. Il n'y a pas de retour, si vous voulez. Or, je peux vous dire que les témoins, lorsque vous faites une enquête sérieuse, ils vous posent des questions. Et c'est normal. Ils veulent avoir une réponse. Ils veulent bien raconter tout, ils veulent bien prendre beaucoup de leur temps pour nous expliquer, ils veulent bien tout ce qu'on leur demande, s'exposer au risque, si vous voulez, mais ils veulent qu'on réponde à leurs questions. Or, on ne répond pas à leurs questions. Le CNES n'a jamais rien publié de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, sauf dans des petites notes techniques que j'appellerais confidentielles. Par conséquent, les témoins, en majorité, ne savent pas. Donc, est-ce que vous pensez qu'ils vont facilement aller voir la gendarmerie pour raconter ce qu'ils ont vu? Est-ce que ça apporte quelque chose? L'expérience démontre que non, effectivement. Oui, alors, le fait qu'il y ait 90% des observations qui sont faites, qui ne soient pas rapportées, ça, c'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça.
On a pu savoir ça à travers des sondages, si vous voulez. Quand on fait une conférence, on s'aperçoit que si on demande dans la salle lever le bras à ceux qui ont vu quelque chose, il y a des tas de gens qui lèvent le bras. On leur demande est-ce que vous avez rapporté votre observation? Il y a moins de 10% des gens qui disent qu'ils l'ont rapporté. Donc ça, c'est quelque chose de connu et c'est un peu classique. C'est dommage, mais si tous les gens qui avaient vu quelque chose rapporté, c'est pas sûr qu'on arriverait à faire les enquêtes correspondantes. Hein. Oui, Claude Peur, quelle suite a été donnée à votre recommandation d'équiper la gendarmerie des fameuses bonnettes? Je pense que ça a été en partie réalisé. Expliquons toutefois les bonnettes pour les appareils photo, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'était des réseaux. C'est un réseau, c'est-à-dire une feuille de plastique qui est finement rayée. L'avantage, c'est que ça produit sur la pellicule un spectre. Et comme les ovnis sont lumineux la nuit, on pourrait espérer obtenir comme ça un spectre de la lumière, parce qu'on ne peut pas espérer l'obtenir au moyen de l'instrumentation spectrale des astronomes, parce que la probabilité d'observation est quasi nulle. Par conséquent, les astronomes qui ont observé, ils n'ont pas observé dans leur télescope, hein, ils ont observé comme n'importe quel kidam quand ils étaient en train de prendre l'apéritif un soir sur leur terrasse. Par conséquent, les gendarmeries savaient l'avantage que des témoins pouvaient alerter la gendarmerie, les gendarmes arrivaient, s'il y avait encore quelque chose, on pouvait espérer avoir une photo avec un spectre. Bon, ça n'a rien donné jusqu'à présent, je pense qu'il y a eu peu de gendarmerie équipée, et puis c'est pas simple, quoi. Le travail d'étude a été fait, je sais que le dépouillement des clichés a été analysé. Bon, c'est pas une panacée, mais enfin c'était un moyen possible d'étude du phénomène. Et que pensez-vous de les propager dans le public? Quelle réponse serait faite à une association, par exemple, qui, comme une centrale d'achat, regrouperait les demandes publiques afin que sur un jetable, on en dispose? N'importe quel groupement privé peut faire ça. Maintenant, c'est devenu très banal, les réseaux, il y en a partout. Il y en a même sur les cartes bancaires. Il suffirait qu'un industriel fabrique du réseau en grande quantité, et puis n'importe qui peut utiliser ça. On peut même l'utiliser à l'œil, en regardant avec des lunettes. On peut mettre ça sur des lunettes. Donc ça, c'est facile à faire. C'est quelque chose que n'importe qui peut faire, mais en le regardant à l'œil, il faut vraiment avoir une bonne mémoire pour pouvoir raconter ensuite ce qu'on a vu dans le spectre. Il faudrait savoir comparer le spectre de ça à celui d'un réverbère à vapeur de mercure, enfin des tas de choses comme ça. Il vaudrait mieux faire une photo, hein, parce que ensuite les scientifiques pourraient dépouiller la photo. Un spectre, c'est extrêmement riche en informations. Bon, le spectre qui serait fait comme ça serait pas très bon. Je veux dire que son dépouillement serait compliqué, mais je peux vous dire que ça donnerait quand même énormément d'informations. On pourrait peut-être mesurer la vitesse, par exemple, de l'engin, mesurer son accélération, mesurer son énergie, enfin, on pourrait mesurer beaucoup de choses avec un spectre. Oui, sur les appareils jetables, par exemple, on pourrait en équiper. Oui, on peut imaginer ça, oui, absolument. Bon, l'inconvénient, c'est qu'ensuite, vous ne pouvez pas faire de belles photos, hein, parce que tous les personnages que vous photographiez sont entourés d'un spectre. C'est-à-dire que vous avez autour des visages, par exemple, des lignes bleues, vertes, rouges, c'est pas très joli. Hein. Donc ça n'a pas que des qualités sur le plan esthétique. Bien, Claude Peur, qu'est-ce que vous répondez aux sceptiques qui s'appuient sur le non-témoignage des astronomes, qui pourtant sont bien placés pour voir quelque chose, lorsque les astronomes sont si réticents à l'idée de témoigner? Ils sont pas bien placés du tout. Ils sont très mal placés, parce que la nuit, ces gens-là, ils ne vont pas dehors. Ceux qui observent ne sont pas dans les observatoires, ou très peu maintenant, vous savez. On observe sur un ordinateur. Donc, on n'observe que ce qui passe dans le champ du télescope, qui est minuscule. C'est vraiment un chat d'aiguille. Hein. Un télescope, ça regarde un tout petit morceau, et on ne voit sur l'écran d'ordinateur que ce que le télescope a observé. Hein. Donc, un astronome est mal placé pour faire ça. Alors, les astronautes, c'est encore pire, parce qu'ils sont enfermés dans une cabine, hein, avec un petit hublot, et ils sont contents de voir un peu la Terre à l'extérieur. Alors, il y a quelques astronautes qui disent avoir vu des choses loin. Mais alors là, c'est difficile d'apprécier, parce que l'inconvénient d'une observation faite loin sans repère extérieur, c'est qu'on n'a vraiment pas de possibilité de voir la taille de ce qu'on observe.
Lorsqu'un paysan vous dit j'ai vu un engin qui était devant le chêne qui était là-bas, eh ben, vous avez deux choses. Vous avez la comparaison de la dimension de l'engin à la dimension du chêne, et puis vous savez que c'était devant le chêne, donc vous avez une distance. Quand vous êtes dans l'espace, vous n'avez ni l'un ni l'autre. Donc c'est pas très bon, si vous voulez. Et pour un astronome qui observerait la même chose dans un télescope, ça serait pareil. Hein. Donc c'est pas des très bons observateurs parce qu'ils sont pas meilleurs que les autres. L'avantage des scientifiques, c'est quand même qu'ils ont l'esprit de l'observation de laboratoire ou l'observation avec des instruments. Donc à leur esprit viennent des idées sur un certain nombre de paramètres que le commun des mortels n'a pas présent à l'esprit, donc il n'y fait pas attention. Alors interroger le commun des mortels vous permet d'obtenir ces informations aussi bien qu'avec n'importe qui, mais il faut savoir le faire, c'est un peu plus difficile si vous voulez. C'est extrêmement facile d'interroger un témoin scientifique. Parce que spontanément, il va vous donner un certain nombre d'éléments numériques qui vous intéressent directement. Finalement, les traces au sol sont bien plus intéressantes que les témoignages paradoxalement de pilotes. Parce qu'une trace au sol ne veut dire que peu de choses. Le poids de la machine, ses dimensions approximatives, si elle est arrivée en tapant fort ou si elle s'est posée doucement, enfin des choses comme ça, mais ça vous apprend pas grand-chose sur les occupants, sur la dynamique de la machine, etc. Néanmoins, sur le cas Trans-en-Provence, qui est un cas d'école, si j'ose dire, beaucoup de choses ont été déterminées par l'analyse fine des végétaux et de l'interaction. Mais rien sur les occupants, le pourquoi, la dynamique de la machine, rien. Sur le revêtement, quand même, des microparticules ont été abandonnées sur la roche. C'est normal, ça, vous savez. Un véhicule qui se poserait comme ça, qui laisserait des traces de fer, c'est pas anormal. Hein. Enfin, je veux dire que est-ce que vraiment on en apprend plus avec ça? Ça veut dire qu'ils utilisent des matériaux qu'on connaît. Et ça, on sait depuis longtemps que dans l'univers, il y a absolument tous les matériaux qu'on trouve sur la Terre. Ça, on le sait grâce à la spectroscopie, précisément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... On a découvert de l'hélium dans le Soleil avant de le trouver sur Terre. C'est pour ça qu'on l'a appelé hélium, d'ailleurs. Mais, vous savez, il y a longtemps qu'on sait que dans l'univers, il y a absolument tous les corps qu'on trouve sur la Terre et qu'on connaît depuis pas mal de temps, depuis Mendeleïev. Hein. Donc, je veux dire que des traces laissées par des engins, c'est peu intéressant. Ce qui serait plus intéressant, c'est qu'ils aient un pneu qui se décroche et qu'on puisse analyser le pneu. Qu'ils perdent une patte télescopique. Oui. Une autre question Oui, tout à fait. Est-ce que l'on peut penser éventuellement que des engins tout à fait terrestres, ceux-ci, pourraient fonctionner selon des modalités proches de ce que vous décrivez? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se considérer qu'il y ait, si j'ose dire, deux physiques actuellement, une physique officielle, une physique inofficielle, qui permettent la construction depuis peut-être quelques dizaines d'années d'engins qui se déplaceraient selon cette... Selon la gravitation. Oui, selon cette méthode. Oui, une méthode dérivée. Oui, tout à fait. Non, certainement pas. Non. Non. Parce que ça nécessite la recherche fondamentale en amont. On ne peut pas inventer ça comme ça. Et je peux vous dire que la recherche fondamentale en amont sur la gravitation, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Je pense qu'il y en a eu très peu depuis le début du siècle dernier. Quoi. Einstein, dans sa relativité générale, a fait un très gros travail sur la gravitation. Après, c'est un travail théorique fondamental qu'il a fait. Et puis après, il y a eu relativement peu de choses. Avant Einstein, il y a eu Newton, et puis entre les deux, c'est le grand vide, hein, ça c'est clair. Qu'en est-il du changement d'élément d'un objet, comme le rapportent certains témoignages, évoluant en milieu atmosphérique et soudain en milieu marin? Parce que savez, une propulsion. Si vous utilisez la gravitation, vous pouvez aller dans la mer. Pas de problème. Sans problème, absolument. Il faut que ce soit étanche, c'est tout. Quoi. Donc il n'y a pas d'incident au moment du changement d'élément? Ah non, absolument pas. Non. Donc, vous allez avoir des problèmes hydrodynamiques au lieu d'avoir des problèmes aérodynamiques, mais enfin c'est tout. Hein. Très bien. Alors, ça, donc, l'essentiel de votre travail, c'est d'exposer cette théorie. Comment des ingénieurs peuvent-ils maintenant concevoir le moteur? Ah ben, les ingénieurs, c'est trop tôt. Il y a un travail de recherche fondamentale avant. Parce que pour pouvoir propulser, il faut pouvoir changer la façon dont sont réémis les universons. La matière capture les universons et les réémet après un temps extrêmement bref. Et il faut simplement être capable de changer la façon dont ils sont réémis. Alors j'ai proposé dans ce livre une méthode,
C'est une méthode un peu tirée par les cheveux, mais c'est la seule que pour l'instant on peut proposer. Je pense que pour trouver une méthode plus facile que ça, il faut analyser plus en profondeur. Moi j'ai écrit ce livre en septembre 2002, donc ça fait un peu plus d'un an, et depuis j'ai continué à progresser. J'ai commencé à voir qu'il y avait des phénomènes à étudier et qu'ils apparaissaient clairement. Par exemple, dans ce livre, j'ai montré que la masse d'une particule de matière est entièrement faite d'universons. C'est une conséquence qui apparaît dès qu'on étudie ce qu'on appelle l'inertie, l'accélération d'un morceau de matière. Pour pouvoir expliquer ce qu'on observe effectivement, qui est la force qui correspond à une certaine accélération, qui est une loi connue depuis quasiment Galilée, eh bien, il y a à ce moment-là une conséquence qui est que toute la matière est faite d'universons capturés qui sont changés sans arrêt. Eh bien, ça c'est énorme, énorme, ça veut dire que ça a plein de conséquences. Il va falloir étudier pourquoi, comment, par exemple un électron, pourquoi il a une charge, pourquoi il a un spin, qu'est-ce que c'est que ces 9 millions d'universons dans un électron. Ça c'est vraiment du fondamental. Et peut-être que là, on va commencer à comprendre la façon de changer la façon dont sont réémis les universons. Et si on est capable de le comprendre à ce moment-là, eh bien, ça marchera. Donc, c'est pas aujourd'hui des ingénieurs qui peuvent, avec des machines, fabriquer un engin qui propulse. C'est des gens avec un papier, un crayon et leur savoir qu'il faut qu'ils fassent de la physique quantique sur les bases que j'ai indiquées et peut-être des bases élargies qu'ils trouveront eux-mêmes. Je veux dire qu'il faut continuer à faire cette recherche avec des domaines pluridisciplinaires plus élargis encore que ceux que j'ai abordés. Je pense que les faits que j'ai montrés qui sont les preuves de cette théorie, il faut maintenant les décortiquer un peu plus à fond. C'est comme ça qu'on arrivera à comprendre. C'est exactement ce qui s'est passé pour la radioactivité. Lorsque Becquerel a découvert la radioactivité, il avait posé un caillou sur un paquet de plaques photo et les plaques photo étaient emballées dans un papier opaque. Lorsqu'il a développé ces plaques photo, il y avait la trace du caillou. Ça l'a étonné. Mais c'est pas parce qu'il avait trouvé ce phénomène-là qu'on pouvait construire une centrale nucléaire dans la foulée. Il a fallu que Pierre et Marie Curie commencent à comprendre, et puis ensuite tous les autres, des milliers de chercheurs, de façon à arriver à comprendre complètement. Lorsque la recherche fondamentale est faite, à ce moment-là, on peut passer aux applications. Il ne faut pas sauter les étapes. Nous n'en sommes pas encore là. Nous savons que ça arrivera, parce que d'autres l'ont fait, mais nous ne savons pas tout à fait la procédure. Moi, la procédure que je vois, c'est premièrement commencer par faire de la physique quantique. Ensuite, on pourra voir comment on fait ça. Donc ça veut dire qu'il faut que des chercheurs réfléchissent à ça. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Ça n'est pas pour expliquer les ovnis. Pour moi, c'est un problème secondaire. Je dirais que c'est un problème résolu. Par contre, ce qui n'est pas résolu, c'est la façon dont on va pouvoir utiliser cette gravitation. Alors, Claude Poher, il y a comme une chaîne qui se déroule sous nos yeux. Il y a, en amont, il y a ceux qui cherchent, en aval, ceux qui exposent, c'est le cas de cette émission, et entre les deux, un public qui oscille entre ce qu'ils pensent savoir de la science officielle. Il y a les tenants de la science officielle qui sont très accrochés à leur fauteuil et ne souhaitent pas forcément se remettre en question. Là, ce soir, entre autres, par exemple, on vient d'apprendre que on n'a pas à craindre d'envisager le voyage à une vitesse quasi luminique, alors que c'était bouleversant de l'envisager, ne serait-ce qu'hier ou avant-hier, de se dire, mais Einstein nous a expliqué que c'était inutile de s'orienter dans cette voie. Non, je crois qu'Einstein n'a pas dit ça. Il a dit qu'on ne pouvait pas aller à la vitesse de la lumière. Et c'est vrai, on ne peut pas aller à la vitesse de la lumière. On peut s'approcher de la vitesse de la lumière. Et là, c'est une vraie barrière, la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que pour pouvoir atteindre la vitesse de la lumière, il faut une énergie infinie. Or, le flux d'universons, c'est pas une énergie infinie, c'est une énergie limitée. Et surtout qu'on va certainement pas pouvoir utiliser la totalité de cette énergie. Il y aura forcément une fraction seulement de cette énergie qu'on pourra utiliser. Ne serait-ce qu'à cause du rendement de nos machines. Mais on pourra s'approcher de la vitesse de la lumière. Et si vous vous approchez de la vitesse de la lumière, à ce moment-là, la compression temporelle n'est pas négligeable. Et ça, c'est Einstein qui l'avait bien dit aussi. Si on fait le calcul, on s'aperçoit qu'au-delà de 80% de la vitesse de la lumière, ça commence à compter.
Et lorsque vous arrivez à 99,99% de vitesse de la lumière, vous n'avez pas une énergie infinie, vous avez une énergie très importante, mais à ce moment-là, la compression temporelle aussi est très importante. Et là, ça change tout. Et il ne faut pas dire que il faut pas dire la science officielle et la science pas officielle. Il n'y a pas de science officielle et pas officielle. Il y a des gens qui font de la science et puis d'autres qui font pas de science, c'est tout. Je crois que les gens qui, comme vous dites, ne réfléchissent pas à ces questions-là, c'est parce qu'ils n'ont pas été confrontés à l'énormité des faits observés pour expliquer. Et pourtant, prenons un exemple qui est ce que j'expose dans mon livre à propos des galaxies. Depuis une cinquantaine d'années, on sait que les étoiles dans les galaxies ne vont pas à la bonne vitesse. La vitesse orbitale des étoiles dans les galaxies, elle devrait être beaucoup plus faible que celle qu'on observe effectivement depuis toujours sur toutes les galaxies. Et il n'y a personne qui s'est posé la question d'où vient l'énergie cinétique. Ces masses énormes, il y a 100 milliards d'étoiles dans une galaxie, c'est l'ordre de grandeur. Multiplié par l'énergie cinétique d'une étoile qui va à 5 ou 10 fois la vitesse à laquelle elle devrait aller, où est passée la source de cette énergie-là. Alors, fort de nos connaissances depuis Newton, on dit c'est l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc il y a quelque chose qui attire les étoiles beaucoup plus que la matière qu'on voit. Alors, on a inventé la matière sombre. Mais ça fait des décennies qu'on essaye de voir cette fameuse matière sombre, il n'y en a pas. Voilà une énormité, je veux dire. L'ensemble des galaxies, il y a des dizaines de milliards de galaxies dans l'univers qu'on peut observer. Chaque galaxie, il y a des centaines de milliards d'étoiles qui vont toutes à une vitesse anormale. C'est un scandale. Je dis que c'est un scandale. Alors, il se trouve qu'une théorie comme aussi simple que la théorie de l'universum, c'est une théorie très simple, vous savez. Une théorie aussi simple que ça explique parfaitement ce phénomène-là. Ben, je dis que ça doit interpeller les scientifiques. C'est pas de la science officielle ou pas officielle, c'est de la science, point. S'ils trouvent un os à ma théorie, bravo, je veux dire, on aura fait un progrès. Mais s'ils ne trouvent pas d'os et qu'ils vérifient ça aussi, ça veut dire qu'il faut continuer à chercher dans cette direction. Et c'est pour ça que j'ai publié. C'est comme ça qu'il faut faire. Oui, bien sûr, pour ouvrir un débat. Voilà. Non, c'est pas un débat oral qu'il faut faire. Il faut faire un travail concret. C'est pas du blabla qu'il faut faire pour faire la recherche scientifique. Il faut faire des équations, il faut faire des vérifications, il faut faire des mesures. C'est comme ça qu'on avance. Non, j'entendais Claude Poher par science officielle, ceux qui disposent des crédits de recherche et qui s'inquiéteraient de les voir partir dans des secteurs qu'ils n'ont pas envie de privilégier, disons. Oui, mais c'est pas un domaine dans lequel on a besoin de crédit pour l'instant. On n'en est pas là. Exact. On n'en est pas là. Ça n'a strictement rien à voir avec l'argent qui est nécessaire pour étudier l'atome. Il faut faire des machines gigantesques pour pouvoir bombarder les atomes de plus en plus, avec une énergie de plus en plus grande. Ces machines-là sont énormes parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et ils ont besoin de beaucoup d'argent. Et il faut le faire pour essayer de comprendre l'atome. On n'en est pas du tout là dans cette recherche fondamentale. Pour l'instant, ça peut se faire avec un papier et un crayon. Hein. C'est ce que j'ai fait depuis 20 ans. Alors la théorie des universons est totalement incompatible avec l'idée du voyage par les trous noirs. Ça n'a rien à voir et pour vous ça écarte cette solution. Il vaut peut-être mieux pas passer par là. C'est pas vraiment un endroit sympathique. Il y a beaucoup d'idées farfelues qui ont été émises comme ça, simplement parce que les gens n'avaient pas d'autres explications. Ils n'avaient aucune explication du voyage interstellaire. Ça paraissait commode. Bien inventer n'importe quoi. Ça paraissait commode d'entrer par un trou noir et de ressortir par une fontaine blanche. Il y a ça, il y a les univers parallèles. À ce moment-là, vous claquez dans vos doigts et vous vous retrouvez immédiatement à destination. C'est sublime, ça. Je vous signale que ça existe. Le photon, c'est ça. Le photon, c'est un grain d'énergie lumineuse. Lorsqu'il voyage, il voyage à la vitesse de la lumière. Et bien, pour le photon, s'il avait une horloge, ce qui n'est pas le cas, eh bien, le voyage a un temps nul pour lui. Parce que la compression temporelle est absolument énorme. Elle est infinie. Vous avez un temps nul, vous arrivez en même temps que vous êtes parti. Il y a une espèce de contradiction, là, mais c'est comme ça. En physique quantique. Absolument. Oui. Bien.
En faisant un petit tour du côté du standard, nous avons recueilli une question d'auditrice qui n'a pas souhaité intervenir personnellement. Ça, on n'aime pas trop. On préfère que les auditeurs s'expriment eux-mêmes. On va faire traduire la question par Alex. Oui, une auditrice qui nous disait que certaines sciences rapprochent de Dieu, d'autres éloignent de Dieu. Est-ce que vous avez une opinion à ce sujet? Non, je n'ai pas d'opinion du tout. Ça, c'est une question personnelle. Je pense que la religion et la science, c'est pas quelque chose de comparable. Ce sont des opinions à caractère personnel et pas du tout basées sur le même genre d'activité. Donc ça, c'est chacun pour soi. Oui, alors laissons les religions de côté, effectivement. Gardons toutefois l'aspect spirituel. Ça peut au moins nous permettre de nous placer dans l'univers, savoir que nous sommes l'univers, la nature, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Il faut vraiment s'émerveiller. Moi, j'ai la chance de faire de l'astronomie. Lorsqu'on voit les images qui viennent des grands télescopes, qu'ils soient au sol ou dans l'espace, on est absolument époustouflé. Chaque fois qu'on regarde quelque chose d'une façon différente, on a de nouvelles découvertes. Je pense que ça, c'est... Ah oui, vous publiez l'image de ce nuage gigantesque générateur de soleil, l'image assez connue sur Internet, qui est fabuleuse. Et puis ces explosions d'étoiles, et puis ces galaxies, et puis c'est vraiment énorme. Et alors, quand vous regardez la même chose dans l'infiniment petit, c'est pareil. C'est pareil, c'est-à-dire qu'à toutes les échelles, l'univers, c'est quelque chose de formidable, quoi. On ne peut pas ne pas être émerveillé, quoi. On ne peut pas ne pas se poser de questions, c'est vrai. Alors que l'ensemble est formé d'une soupe d'universons. Il semble effectivement que ce soit ça. C'est rassurant un peu d'un certain côté, parce qu'il y a une espèce d'unité. Cette unité, on la voit déjà dans la physique nucléaire, qui est à une beaucoup plus grande échelle, vous savez. Là, on discute de faits qui sont autrement, à une échelle autrement plus petite que ce qu'étudient les gens de la physique nucléaire. L'électron est une petite particule pour eux, dont la durée de vie est grande. Ils ont d'autres particules dont l'énergie propre est plus grande et la durée de vie plus courte. Mais là, on ne parle pas du tout du même genre de phénomène. On est à 1 sur 9 millions. Par rapport à l'électron. On est beaucoup plus profond. Je ne sais pas si on est capable d'observer ce genre de phénomène avec les machines. Je pense qu'on ne peut pas. En plus de ça, le problème, c'est que l'interaction universon-matière, ce n'est pas une interaction observable. Le seul effet qu'elle est, c'est la gravitation. C'est-à-dire que c'est un déplacement, c'est un effet mécanique, une énergie cinétique. Donc, l'observer par les compteurs qu'on utilise dans la physique nucléaire n'est pas possible. Il n'y a pas d'interaction directe avec ce genre de compteurs. Donc, on ne peut pas l'observer comme ça. Peut-être qu'on trouvera un jour une façon de l'observer. Peut-être que ce sera un excellent moyen de communication, parce que, bien entendu, si on arrive à moduler le flux d'universon, à ce moment-là, vous avez un moyen de communication idéal à très grande distance. Système prôné par les humides pour y revenir en passant. C'était une pirouette. Monsieur Poher, nous avons un auditeur qui souhaite vous poser une question, c'est Gabriel. Gabriel, bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir monsieur Poher. Bonsoir. Je n'ai pas de culture scientifique et vous voudrez bien m'excuser, donc si mon expression en la matière et si mon questionnement est plus ou moins naïf ou inepte, mais voilà, ce qui me turlupine, c'est la question du temps que vous avez évoqué tout à l'heure et qu'on peut très bien comprendre, à savoir que si, dans l'hypothèse où les moyens seraient réunis donc pour se déplacer, pour aller sur telle ou telle planète, comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui correspondrait à un voyage d'un mois reviendrait à un espace-temps, si je puis dire, de 80 ans quand on reviendrait sur la Terre. C'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, mais ça c'est connu depuis presque un siècle. Hein. C'est Albert Einstein qui a découvert ce fait-là. Oui, C'est-à-dire qu'avant lui, on pensait que le temps c'était quelque chose qui était immuable, si vous voulez. Or, il a démontré, maintenant ça a été vérifié et revérifié, que le temps c'est pas du tout quelque chose d'immuable. Si vous mettez une horloge à bord d'un avion qui fait Paris-New York, par exemple, et ce soit une horloge ultra précise, eh bien, l'horloge restée au sol et l'horloge qui était à bord, qui a voyagé, ne sont plus synchrones. Et ça a été montré, ça a été essayé. Ça marche très bien. Oui, donc, oui, ça, il se passe la même chose lorsqu'on veut aller dans l'espace.
Mais plus on va vite, plus le décalage est grand, si vous voulez. Oui, oui. Ça ne pose pas de difficulté, enfin c'est assez connu. Mais donc, j'ai une double question à ce sujet à vous poser. Premièrement, ce serait comment peut-on expliquer, enfin quelle est l'hypothèse que vous formuleriez, l'explication que vous pourriez donner au fait que des extraterrestres, eux, qui vraisemblablement ou peut-être nous rendent visite d'ores et déjà, ne se heurtent pas à cette difficulté-là. Alors ça c'est ma première question. On ne peut pas ne pas s'y heurter, ça c'est clair. C'est un phénomène naturel, incontournable, la relativité. Ça a été testé de quantité de façons. Les voyageurs interstellaires, pour aller d'une étoile à une autre, d'une planète très lointaine à une autre planète très lointaine, ils ont à parcourir une énorme distance. S'ils veulent le faire en un temps très court, à ce moment-là, l'horloge qui est à bord de cet engin qui se déplace ne va pas tourner à la même vitesse que l'horloge qui reste sur n'importe laquelle de ces planètes, au départ ou à l'arrivée. L'horloge ne tourne pas à la même vitesse. Et pas seulement l'horloge, tout. Le métabolisme des individus qui sont à bord, c'est pareil. C'est-à-dire que le temps se comprime. Donc, ils vont avoir l'impression, c'est une impression, ils vont avoir l'impression qu'ils ont voyagé seulement, par exemple, 15 jours, alors que l'horloge qui était restée sur la planète de départ, aussi bien que l'horloge de la planète d'arrivée, vont avoir tourné pendant 200 ans. C'est un fait incontournable. Que l'on soit de la planète machin chouette ou d'ailleurs, c'est la même chose. Et c'est un gros problème. C'est un gros problème parce que ça condamne les voyageurs interstellaires qui veulent aller vraiment très loin à se couper de leur civilisation. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils abandonnent un peu leur civilisation. Ça pose des tas de problèmes sur le plan technique. Par exemple, pour entretenir leur engin, comment vont-ils faire pour réparer leur machine? Parce que s'ils reviennent dans leur hangar de départ pour réparer, eh bien, c'est plus la même technologie, c'est plus les mêmes gens, on ne peut pas le réparer. Ou alors, il faut vraiment organiser la société d'une façon complètement différente de la nôtre. À part si toute la population voyage en même temps qu'eux? On ne peut pas faire voyager la population de toute une planète dans la même direction. On va dans toutes les directions. Quand on peut voyager comme ça, je pense qu'on essaime un peu partout. Et on a une autre façon de vivre, si vous voulez. Oui, alors, ce sont des gens qui peuvent décider d'errer. Ça ne veut pas dire qu'ils errent en petits groupes, ça peut être des groupes plus importants. Vous pouvez faire voyager tout le village, hein, pourquoi pas. Il faut une plus grosse machine, bien sûr. Mais il y a des témoins qui ont observé des grosses machines, des machines de plusieurs centaines de mètres de diamètre, par exemple, ou de longueur. Donc ça, c'est pas impossible. C'est un moyen de surmonter la difficulté qui naît de la compression du temps. C'est comme ça. Si nous avons un jour à faire ce genre de choses, nous aurons ce problème. Ça, c'est bien clair. Ça veut dire que le nombre d'individus qui acceptera de se couper de la civilisation sera une petite fraction de la population. C'est un risque. Vous savez, nos astronautes, ils prennent un risque pour leur vie aussi. C'est un autre risque, c'est un risque de se couper de sa famille, de tout. Enfin, c'est comme ça. Une autre question, Gabriel? Oui, enfin toujours, je reste sur cette même question. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer, ou est-ce que M. Poher, entre autres, ne peut pas expliquer, ne pourrait pas envisager que les extraterrestres, qui d'ores et déjà voyageraient, semble-t-il, et pourraient se rendre ici ou là, par exemple sur la Terre, est-ce que les extraterrestres n'auraient pas résolu ce problème? Sinon, ils doivent Il n'y a pas de problème à résoudre. Je veux dire que c'est... Ce problème-là, je veux dire, le non, problème il n'y a pas de retour... solution. On peut faire de la science-fiction, bien sûr, mais je veux dire, dans la connaissance que nous avons de ce qui se passe dans l'univers, la compression du temps lorsqu'on va vite, c'est un fait. C'est comme ça. On peut pas c'est une réalité qui existe dans la nature, si vous voulez. De la même façon que dans la nature, il y a de la lumière, qu'il y a de la gravitation. Mais Monsieur Poher, je me permets d'intervenir, j'ai l'impression que la réalité, elle évolue à chaque instant. Pourquoi? J'ai l'impression que plus on avance et plus on remet en cause ce qu'on croyait vrai auparavant et que à partir de ce principe-là, on comprend un certain nombre de phénomènes. Et à partir de ce principe-là, peut-être que justement cette relativité du temps sera remise en cause dans quelques centaines d'années. Non, je ne crois pas, parce que c'est un problème fondamental. C'est une question fondamentale qui a été résolue il y a un siècle à peu près et qui a été tout de suite vérifiée parce que c'est anormal.
Vous savez, le paradoxe des jumeaux, c'est quand même vraiment un paradoxe. Hein. Vous prenez deux jumeaux, un reste sur Terre, l'autre va faire un voyage à grande accélération, il revient, et puis ils n'ont pas le même âge. C'est vraiment un paradoxe, pourtant ils sont nés dans la même mère, quoi. Donc ce paradoxe-là, on l'a vérifié, non pas avec des jumeaux, parce qu'on n'est pas capable de le faire encore, mais on l'a vérifié avec, par exemple, des particules, avec des horloges, avec des choses comme ça, et on s'aperçoit que c'est parfaitement exact. Tous les engins interplanétaires qu'on envoie embarquent une expérience qui est basée sur la mesure Doppler de la position de l'engin, qui vérifie ça. On vérifie la théorie de la relativité avec une très grande précision. Donc ça, on est sûr que c'est un phénomène naturel. Et c'est un phénomène naturel qu'on explique parfaitement bien. Il est lié à une seule chose, c'est la constance de la vitesse de la lumière. Et la constance de la vitesse de la lumière, ça c'est quelque chose de connu parce qu'on a fait des quantités de mesures. Et là, il n'y a rien à faire. Je veux dire que c'est un phénomène qui est incontournable. L'univers ne serait absolument pas ce qu'il est si ce phénomène-là n'existait pas. Il suffirait de changer ça pour que l'univers ne ressemble à plus rien. Il n'y ait plus du tout ni d'étoiles, ni de planètes, ni de gravitation. C'est-à-dire que ça, le fait que la vitesse de la lumière est constante, ça a des conséquences fondamentales dans ce qu'est l'univers. Donc ça, il ne faut pas croire qu'on peut contourner quelque chose comme ça. On peut s'en servir, mais le contourner, certainement pas. Allô ? Oui ? Ça, il me semble que ça constitue quand même un problème, parce que j'ai du mal à concevoir que les extraterrestres n'aient pas résolu ce problème, ou alors ça veut dire qu'il n'y a pas à résoudre, je veux dire qu'il faut s'en servir. Oui, c'est un gros avantage. Imaginez que vous ayez à aller à une planète qui se trouve à 200 années-lumière de la Terre. Vous voulez y aller. S'il n'y avait pas ce phénomène, s'il n'existait pas, vous ne pourriez pas y aller. Vous seriez mort à la moitié du parcours, parce que votre durée de vie n'est que de 80 ans ou de 100 ans. Vous ne pourriez pas faire l'aller-retour. D'accord, alors que la compression temporelle vous permet de le faire pendant votre durée de vie. Donc c'est un phénomène qui a des avantages aussi, il n'a pas que des inconvénients. Une dernière question, Gabriel. Oui, je suis d'accord, enfin je suis assez bien. Mais alors vraiment, je ne sais pas ce qu'il en est, moi, de ces pauvres extraterrestres qui nous visitent, par exemple. Qu'est-ce qu'il en est de leur destin? Et ils ne retournent jamais chez eux? Ils peuvent retourner chez eux à leurs risques et périls. Hein. Est-ce qu'ils font des explorations kamikazes et ils peuvent plus retourner chez eux? Non, c'est pas une exploration kamikaze. On n'en meurt pas. On n'en meurt pas. Simplement, quand on arrive, il n'y a plus personne qu'on connaisse. Ça ne veut pas dire que c'est un inconvénient toujours, parce que prenez par exemple l'exemple de la Terre. Cette Terre, elle se dégrade. Moi, je me souviens dans ma jeunesse, quand on parlait de la population du globe, c'était 2 milliards d'habitants. Et maintenant, on est 6 milliards. Si vous allez un peu plus loin dans l'avenir, ça va devenir invivable. Voilà un exemple. Par exemple, aussi, l'environnement se dégrade. Il y a de plus en plus de CO2. C'est-à-dire que toutes les planètes, elles ont une évolution. On sait que le Soleil va mourir dans 5 milliards d'années. Vous voulez dire, cette évolution-là, elle existe. Vous voulez dire qu'ils ont pu quitter un monde sans retour? Pourquoi pas plusieurs mondes aussi. Donc, je veux dire que l'évolution d'une civilisation, c'est pas forcément de rester sur sa propre planète. C'est peut-être d'essaimer à travers la galaxie. Et on peut aussi imaginer une civilisation qui a un rythme de vie différent d'une autre et qui, du coup, n'est pas ce genre de problème. Ça veut dire on peut tout faire en science-fiction. Bah oui, plus vieux, oui. Ça, c'est clair. Mais c'est à la fois un problème incontournable et un avantage pour pouvoir faire le voyage, parce que s'il n'y avait pas ça, c'est sûr, on ne pourrait pas faire le voyage. Parce que on n'aurait pas une durée de vie suffisante. Il faudrait attendre que la médecine nous ait donné la possibilité de vivre, par exemple, plusieurs centaines d'années. Mais vous savez, rester enfermé dans une cabine de quelques mètres carrés pendant 200 ans, c'est pas vraiment folichon. Hein. C'est pour ça que c'est un très gros avantage, cette compression temporelle. Elle a une conséquence. La conséquence, c'est que si vous n'emmenez pas vos amis, vos parents, votre épouse et vos enfants, eh bien, c'est perdu. Vous avez quitté tout définitivement. Mais nous sommes venus épouser les femmes de la Terre. Peut-être. Merci, Gabriel. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Au revoir, Gabriel. Oui, connaissez-vous, Claude Poher, le projet Chronodrome à Opoul? Non. Près de Perpignan. Connaissez-vous le projet Kéo? Oui, sans doute. Mon Dieu, le nombre de choses que je ne connais pas. Mais si, le projet Kéo, c'est d'envoyer l'année prochaine, je crois, en 2004, un satellite qui s'embarque pour 50 000 ans avant de faire programmer pour faire retour sur Terre dans 50 000 ans. Oui, dans les archives de l'humanité, oui. Bon, eh bien, disons un amateur, habitant Opoul, a réussi à convaincre les tenants du projet Kéo d'embarquer un message donnant instruction au futur de venir à Opoul tous les 1er mai.
Voilà. C'est très amusant. Mais alors, ce qui est encore plus amusant, c'est que d'ici là, on aura fait des machines capables de faire ça. On ira récupérer l'engin pour le ramener au pool, peut-être. Oui, parce qu'il est amusant comme aussi. La plaque commémoratrice qui a été apposée sur Voyager. 10. Avant qu'elle arrive à une étoile, il se passera 80 000 ans. Et d'ici là, on aura récupéré cette plaque, on la ramènera. Mais Claude Pellard, ce qui est inclus dans le projet Opul, c'est que déjà le 1er mai 2001, 2002 et 2003, il y avait des participants venant attendre un signe du futur, parce que bien que Keo n'ait pas été lancé, rien n'empêche des habitants du futur d'avoir récupéré la chose et de se produire à n'importe quel moment du passé, y compris avant le lancement de Keo. Non, ça marche pas dans le passé. La relativité, ça marche pas dans le passé. Le temps ne se déroule que dans un seul sens. Ça veut dire que vous pouvez accélérer et aller dans le futur, mais vous ne pouvez pas aller dans le passé. Vous êtes sûr de ça? Absolument, ouais. Non, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que c'est comme ça. Parce que ça a été démontré. On sait que c'est comme ça. Alors par contre, personne n'a démontré pourquoi c'est comme ça. C'est un autre problème. Donc pas de voyage temporel? Pas dans cette direction-là, dans la direction du futur, tant que vous voudrez. Il suffit d'aller loin vite, et vous allez dans le futur. Mais aller loin vite pour aller dans le passé, ça ne marche pas. Il faudrait avoir une accélération négative, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça n'existe pas. Un passage par un univers jumeau avec oui, mais ça c'est de la science-fiction. Avec plage de temps inversé, non? Oui, mais on peut toujours inventer. Ouais. Enfin, dans les équations, on s'aperçoit qu'effectivement ça devrait être possible. Mais l'univers jumeau, pour l'instant, tant qu'on n'aura pas fait le voyage dans l'univers jumeau ou trouvé une méthode d'observation permettant de dire, ça n'est pas de la science. Je répète que la science, ça n'est pas des idées seulement. C'est des idées plus deux choses. Tout faire pour les démolir et tout faire pour vérifier si elles sont vraies. Si vous n'avez pas fait les deux, ça ne marche pas. C'est pas de la science, c'est autre chose, quoi. Bien. Bon, alors un mauvais point pour le chronodrome, mais toutefois assez audacieux ce projet. Ah oui, bien sûr. Bien. Franck de Cloquemont, peut-être d'autres questions de ce côté-ci. Alex est au standard. On va recevoir d'autres interventions d'auditeurs. En ce qui concerne la faisabilité de ce projet, combien datez-vous éventuellement la réalisation concrète de ces projets, je dirais, de vaisseaux, si on étudiait d'ores et déjà ces principes selon la gravitation que vous exposez? Je ne pense pas que ce soit très très loin dans le futur. Je n'ai pas l'impression. Basons-nous sur des exemples. On parlait de la radioactivité et des centrales nucléaires. Bon, ça a été de l'ordre d'une quarantaine, une cinquantaine d'années, quoi. C'est l'ordre de grandeur. Ça veut dire une ou deux générations pour cette science qui est quand même compliquée. Hein. Comprendre vraiment l'atome, c'est pas simple. Eh bien, c'est parce qu'on y a mis les moyens. Pas seulement en argent, je veux dire en intelligence. Le nombre de gens qui ont travaillé sur la recherche nucléaire est absolument colossal. Et tout le monde n'a pas travaillé sur la bombe, il ne faut pas croire ça. Oui. Le nombre de gens qui ont travaillé sur les études fondamentales est absolument énorme. Alors, il faut faire la même chose en ce qui concerne la gravitation. Si on ne fait rien, il y a un truc qui est certain, c'est qu'on n'y arrivera pas. C'est une question de volonté, de participation. Je pense que les jeunes chercheurs sont les plus faciles à orienter là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est prometteur. Il y a beaucoup de découvertes à faire sur un domaine qu'on ignore encore complètement. Moi, j'ai donné une voie dans laquelle il faut aller, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment étudier dans le détail la physique quantique des univers, leur interaction avec la matière, etc. Il faut aller beaucoup plus loin. Et puis, inventer des expériences pour vérifier que c'est bon, essayer de démolir la théorie, etc., jusqu'à ce qu'on comprenne comment ça se fait. Si des jeunes chercheurs s'y mettent, ça peut être pour une génération ou deux générations, ça c'est clair. Peut-être qu'on connaîtra ça dans notre génération. Ça, c'est faire la cartomancienne que de dire combien ça fera. Ce qui est clair, la seule chose qui soit claire, c'est que si on ne fait rien, ça n'avancera pas. Pas moins que ça. Mais nous avons en face, pour la première fois dans l'humanité, nous avons en face déjà le résultat. Les témoins par milliers ont vu des engins se promener avec des accélérations phénoménales. Donc ça veut dire que c'est faisable. On a la chance, pour une fois, de ne pas avoir de supputer
sur la possibilité de le faire. On est sûr que c'est possible. Monsieur Poher, nous avons Jean qui souhaite vous poser une question. Jean, bonsoir. Ouais. Bonsoir. Moi, je suis un chercheur justement en biologie. Donc, oui, le phénomène qui fait qu'on va que dans un seul sens, c'est l'entropie, quoi. Et la définition exacte de l'univers son par rapport à l'électron, c'est quoi? Ça n'a strictement rien à voir. L'univers son, c'est un grain d'énergie cinétique qui se déplace à la vitesse de la lumière, et lorsqu'il interagit avec la matière, il lui cède son impulsion. Mais ça ne peut pas être seulement ça, parce que si on attend longtemps, eh bien l'énergie contenue dans la matière, le MC2, va augmenter. C'est pas ce qu'on voit. Quand on pèse un morceau de matière, sa masse ne change pas. Il y a déjà des univers sons qui sont... L'univers son, il ne peut pas rester dans la matière. Il faut qu'il soit éjecté. Donc, il a un comportement étrange et qu'il est capturé par la matière et ensuite il est réémis. Alors, cette simple chose vous permet d'expliquer l'inertie, la gravitation, les effets qui sont mesurés par l'ensemble des sondes interplanétaires lointaines, ce qu'on appelle l'effet HC, la vitesse des étoiles dans les galaxies spirales, l'orbite anormale des planètes qui est mesurée par les sondes lointaines, etc. Donc ce sont des phénomènes qui découlent de l'hypothèse de l'univers son. Alors, si vous arrivez à expliquer l'inertie, la gravitation et ces phénomènes-là, ça veut dire qu'il est hautement probable que cette hypothèse soit exacte. Et alors, on tombe sur quelque chose de très bizarre, c'est que toute masse d'une particule, etc., c'est-à-dire que c'est vraiment à l'échelle des particules élémentaires, hein, toute masse est constituée à ce moment-là d'univers son capturés momentanément. Ça veut dire qu'un électron comporte, pour expliquer sa masse, à peu près 9 millions d'univers sons, mais ce ne sont jamais les mêmes. Ça veut dire que sans arrêt, ces univers sons sont remplacés. Leur nombre moyen est constant, mais il y a des fluctuations quantiques. Et ces fluctuations quantiques de la masse qu'on ne peut pas observer parce qu'elles sont extrêmement faibles, eh bien, on les observe lorsque l'accélération de la pesanteur, enfin l'accélération gravitationnelle, devient très faible. Lorsque l'accélération gravitationnelle devient très faible, ça veut dire que le nombre d'interactions univers son matière qui se manifestent devient petit par seconde, par exemple. Donc les effets quantiques se manifestent. Et ça explique parfaitement la vitesse des étoiles dans les galaxies spirales. Et donc ça, c'est une autre preuve importante. Ça veut dire que la gravitation est quantifiée. Et si elle est quantifiée, il faut qu'il y ait des porteurs de cette énergie cinétique. Et ces porteurs, je les ai appelés univers son parce qu'il aurait bien fallu leur trouver un nom. Ils n'avaient pas les propriétés des gravitons, donc je leur ai donné un nom nouveau. Ça remet en compte la constante de Planck, non? Non, la constante de Planck, elle se manifeste dans les interactions électromagnétiques. Là, il n'y a pas d'interaction électromagnétique. Ce qui apparaît dans la théorie des univers sons, c'est pas la constante de Planck, c'est la constante de Hubble, c'est-à-dire l'expansion de l'univers. Alors, je n'ai pas tout résolu, il y a beaucoup de choses à faire, en particulier ce qui se passe en ce qui concerne le champ gravitationnel, c'est-à-dire la courbure de l'espace-temps au voisinage des masses qui est prouvé par le déplacement de l'image des étoiles lorsqu'elles sont à proximité du Soleil, par exemple. Eh bien, ce genre de choses montre qu'il va falloir analyser très finement ce que c'est qu'un univers son. Je pense que la théorie des cordes peut nous aider dans ce domaine-là. Enfin, là, c'est un domaine qui n'a pas encore été abordé, hein, c'est clair. Ce que je voulais savoir aussi, c'est que les univers sons interviennent aussi dans la génération d'énergie fluidique de l'univers qui intervient dans l'interaction qu'il y a entre matière et antimatière, quoi, ou pas? Oui, bien sûr. Oui. C'est très prometteur. Moi, j'ai travaillé sur ces questions depuis l'année qui vient, là, c'est très prometteur. Je veux dire que c'est une voie de recherche qui semble apporter des notions nouvelles. Mais ça n'est que effleuré pour l'instant. C'est quelle quantité de joules par seconde? C'est quel débit l'énergie d'un univers son? L'ordre de grandeur, c'est 8 10 puissance moins 23 joules. C'est-à-dire que c'est très 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 en dessous de l'ensemble des particules qu'on ne connaisse pas. Alors j'ai deux façons de le mesurer et ça donne des résultats qui sont très proches, mais quand même il y a un écart entre les deux. Donc je ne sais pas si la première expérience, celle que j'expose dans mon livre, peut être interprétée comme ça. La seconde utilise les quasars. Elle donne un chiffre un petit peu différent.
Enfin, là, on en est vraiment au balbutiement. Hein. La physique quantique des universons, c'est vraiment pas quelque chose de connu. Donc voilà, ma dernière question, c'est la suivante, c'est que quand on va maîtriser ça, est-ce qu'il faudra qu'on influe sur la physiologie humaine pour qu'on puisse se servir de tout ça, ou sachant déjà que l'humain est assez, une technologie aussi, mais assez fragile, quoi, parce que l'humain est issu quand même d'une évolution assez aléatoire, quoi, et si on veut vraiment évoluer dans la civilisation, il faudra vraiment faire évoluer les gènes et se renforcer, quoi, enfin avoir une physiologie bien meilleure, quoi. La propulsion utilisant les universons n'a aucun effet physiologique, zéro. Ça n'a pas plus d'effet physiologique lorsque vous êtes assis devant votre verre et vous pouvez boire parce qu'il y a un champ gravitationnel qui vous permet de maintenir l'eau dans votre verre. Ça n'a pas d'effet du tout simplement parce que vous accélérez de la même façon toutes les particules de matière quelles qu'elles soient. Or, il n'y a que la gravitation qui est capable de faire ça. C'est-à-dire, toutes les autres interactions, elles n'agissent pas de cette façon-là. Alors, la gravitation a une portée infinie et elle ne distingue pas les particules chargées des autres. Par conséquent, l'individu qui est assis dans sa machine est accéléré au même titre que tout dans la machine. Il est en apesanteur. Oui, exactement comme quelqu'un qui est en orbite. Hein. Il est en apesanteur. Peut-être d'ailleurs faudra-t-il créer artificiellement un gradient à l'intérieur de la machine, de façon à ne pas être en apesanteur, justement, parce que l'apesanteur a des inconvénients sur le plan physiologique. Oui, Jean, ce n'était pas exactement la question que tu voulais poser. Ouais, c'est le dernier point que je vous entends très très faible. Ouais, c'est pas exactement de ça dont je voulais parler, c'est que l'humain à l'heure actuelle est surtout orienté vers un système, un cycle assez simple de vie, où il dépend surtout de son tube digestif et de nourriture et de digestion, et etc., quoi, et de réjection, quoi. Et si on veut faire évoluer la civilisation, et notamment voyager, on ne pourra pas continuer à consommer des aliments comme on le fait maintenant. Ça n'est pas possible, quoi. Il faudra qu'on trouve une autre vie physiologique acceptable, quoi. Mais pour quelle raison ? Parce qu'en fait, si vous faites un voyage à 1000 années-lumière en 15 jours, vous pouvez emporter votre nourriture. C'est pas un problème, on le fait déjà. Les astronautes qui sont dans les stations spatiales, ils restent plus longtemps que ça. Ouais, mais c'est dégueulasse, c'est de la nourriture lyophilisée, et il faudrait qu'on continue à exploiter des élevages et de l'agriculture sur Terre, ou sur une éventuelle autre planète ou quelque chose, pour continuer à manger. Ça serait pas de sens par rapport à l'évolution de la technologie, quoi. Je pense d'ailleurs que si d'autres civilisations existent, notamment éventuellement extraterrestres, elles ont résolu le problème de la nourriture depuis longtemps, certainement, en se nourrissant d'énergie directement et non d'aliments qui servent, en somme toute, qu'un apport énergétique, quoi. C'est vrai que d'ailleurs on évolue dans cette direction-là tout doucement. Ça, c'est bien clair. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a eu des études assez importantes qui ont été faites dans le cadre des missions vers Mars. La mission vers Mars est une mission de 2 ans. Alors on ne peut pas nourrir pendant 2 ans des gens uniquement par des pilules. Et donc on a envisagé différentes solutions. Il existe des possibilités, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire des cultures accélérées, des choses comme ça. Moi j'ai vu des bacs dans lesquels on fait 5 récoltes par an de blé, enfin des choses comme ça, du blé très très petit de façon à ne pas avoir de paille, enfin ou très peu. Donc il y a des solutions qui permettraient de faire des stations spatiales dans lesquelles la nourriture serait produite à bord, si vous voulez. Ça a été testé de différentes façons. On est très loin de pouvoir réaliser le cycle fermé. Par exemple, on ne sait pas fermer le cycle de l'eau, par exemple. Néanmoins, on sait fermer le cycle de l'oxygène, du gaz carbonique. On sait le faire en laboratoire. En tout cas, on ne l'utilise pas dans nos engins, mais on saurait le faire. Et pour Mars, il faudra le fermer en partie. L'eau, c'est un peu plus difficile parce qu'on ne sait pas très bien enlever les détergents. Mais ça va évoluer de la même façon que l'humanité. Je ne pense pas que très vite, on va être capable de voyager entre les étoiles si on sait faire de la propulsion comme ça. Parce qu'il n'y aura pas que le problème de la propulsion à régler. Il y en aura des centaines d'autres. Il y aura celui que vous signalez, mais il y en aura bien d'autres. La navigation est un vrai problème.
On n'a pas de carte. On ne sait pas à quel moment on va s'arrêter pour faire demi-tour et puis propulser dans l'autre sens pour freiner. Est-ce qu'on est capable de naviguer aujourd'hui? Je pense que non. Claude Poher, concernant l'eau, est-ce qu'on peut envisager une eau entièrement recyclée, à 100% recyclée, sudation, urine, etc. On recycle pratiquement tout, mais on s'en sert pas pour la nourriture. C'est-à-dire qu'on recycle l'urine pour s'en servir pour l'eau de nettoyage, si vous voulez nettoyer la machine, les vêtements et choses comme ça. Mais l'eau de boisson, on la recycle pas. Mais c'est plus un problème... moi j'ai vu Bonaldi faire prendre des risques à une speakerine en lui tendant un verre d'urine recyclé sur un plateau de France 2 le mois dernier. C'est de l'eau pure, on sait le faire parfaitement bien. C'est pas l'urine qui est difficile à recycler. L'urine est facile à recycler. C'est vraiment l'eau avec laquelle on s'est lavé les mains. Dès qu'on utilise des détergents, ces détergents se dissolvent sous la forme de vraiment tellement petites molécules à l'intérieur de l'eau que c'est très difficile de les extraire ensuite. Bon, alors il reste les lingettes. Il reste les lingettes, mais enfin au bout d'un certain temps, ça sent pas bon. D'ailleurs, c'est ce que disent les astronautes lorsqu'ils arrivent dans les stations spatiales. C'est vraiment, c'est pas heureux, quoi, parce qu'on sait pas enlever de l'atmosphère tous les composants. Mais on n'a pas besoin de forcément aller dans l'espace pour faire des progrès. Si vous utilisez ce moyen de propulsion, utilisant la gravitation commandée, si je peux dire, sur Terre, simplement, ça va sérieusement bouleverser la façon de travailler. Est-ce qu'on va continuer à faire des ponts, des routes, des autoroutes, des voitures? Non, je pense qu'on aura une autre façon de vivre. Est-ce que les maisons vont être pareilles? Est-ce que les villes vont être faites de la même façon? Je pense pas. Ça ne va pas se faire en 3 jours. De la même façon que ça ne se fera pas rapidement de voyager dans l'espace. C'est vraiment une évolution. Et on sait que cette évolution est inéluctable puisqu'on aura cette possibilité un jour. Puisqu'on a des observateurs qui, par milliers, on fait ces observations-là dans notre environnement. Donc c'est un véritable bouleversement de la vie sur Terre qui est derrière ça. C'est pas seulement le voyage interstellaire. Moi je dirais que les ovnis c'est un problème résolu. Un jour on saura faire ça, je sais pas quand, parce qu'il n'y a pas que la propulsion à régler, mais il y a tout ce qui concerne notre vie. L'énergie c'est vraiment au cœur de notre vie. Par conséquent, ça c'est important. Jean, as-tu une dernière question? Toute dernière question. Oui. Par rapport à votre théorie des universons, comment vous avez résolu la question des transmissions à très longue distance, donc électronique, télécommande, etc., transmission numérique, etc. Ça ne sert à rien. Merci. Hein. Merci Jean. Au revoir. Ça ne sert à rien de faire de la transmission lorsque vous voyagez aussi vite que vos moyens de transmission. Imaginez que vous essayez d'appeler au secours lorsque vous êtes sur une autre planète avec votre engin capable de voyager presque à la vitesse de la lumière. Ça sert à rien de téléphoner à la maison. Ou alors il faut vraiment que votre machine soit en panne. Mais seulement si vous êtes à 1000 années-lumière de chez vous, eh bien, vos ondes vont mettre 1000 ans à parvenir. Et si vous faites le voyage, eh bien, vous allez faire le voyage, vous aurez l'impression de passer 15 jours, mais en fait, pour la planète de destination, il se passera 1000 ans. Donc ça veut dire que les communications à partir d'une certaine distance n'ont plus aucune signification. Le SETI le montre. Le nombre de civilisations qui existent est théoriquement important, mais le SETI ne détecte rien. Ça veut dire que ces communications-là sont pas intéressantes. Peut-être aussi ne cherche-t-on pas dans la bonne gamme de fréquences? C'est pas un problème de fréquence. Peut-être que c'est pas les ondes radio qui sont les plus appropriées, effectivement. Mais même, je dirais, si on communique avec les universons, parce que c'est théoriquement possible, hein, il faut avoir le bon détecteur, hein, qui est pas facile à inventer, mais c'est possible théoriquement. L'avantage, c'est qu'il n'y a rien qui s'oppose à ça. Les ondes électromagnétiques sont absorbées, et les universons ne sont pas absorbés. Hein, c'est-à-dire qu'ils retrouvent leur liberté après avoir interagi avec la matière. Donc ça veut dire qu'une modulation radiophonique, par exemple, sur un flux d'universons, se propagerait à très grande distance sans perte. Mais ça sert à rien. Si vous avez un engin qui est capable de faire la même chose, il vaut mieux aller porter votre lettre vous-même, parce que vous aurez plus de richesse d'informations en discutant vous-même que par le message qui mettrait de toute façon un temps infini à vous revenir. Donc les communications, ça n'est intéressant que si la communication va plus vite que la machine sur laquelle vous êtes. Et si votre machine va à la vitesse de la communication, ça ne sert à rien de communiquer, quoi.
Oui, Alex. Oui, il y a Laurent en attente. Laurent, bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir monsieur Poher. Bonsoir. Il se trouve que ce matin je suis allé acheter votre bouquin, donc c'est assez marrant de vous entendre ce soir. C'est assez passionnant, c'est assez difficile pour moi à comprendre. Je voulais dire 2-3 petites choses avant de vous poser une question. Dans Ciel et Espace de ce mois-ci, il y a une petite histoire concernant un Français qui aurait mis au point, enfin, au niveau de la théorie pour le moment, en fait, une possibilité en fait d'utiliser des instruments classiques, des petits télescopes pour pouvoir en fait détecter des exoplanètes avec un système en fait de réfraction avec des miroirs secondaires paraboliques, donc qui permettrait d'ores et déjà, dans peu de temps, de pouvoir peut-être établir des cartes. Voilà, c'était juste une petite information complémentaire. Donc première petite info. La deuxième, c'est vrai que tout à l'heure, Alex a donné un truc que je voulais dire. C'est vrai qu'il suffit en fait des fois de changer les paramètres pour se rendre compte que certaines questions n'en sont plus, à savoir qu'effectivement, si on pense que les extraterrestres nous visitent et qu'ils vivent plusieurs centaines d'années, ça leur pose plus trop de problème de venir et de revenir chez eux ensuite après. Je pense que ça, c'est quelque chose qui permettrait de résoudre facilement en fait cette question-là. J'avais aussi une autre info aussi, c'est de peut-être parler aussi d'une cassette que j'avais eu l'occasion d'acheter en 98 qui montrait en fait une scène filmée par la navette Discovery en 91 où on voyait en fait donc une partie de la Terre filmée dans la pénombre avec donc l'atmosphère, une partie de l'atmosphère et puis le ciel, et où on voyait en fait des espèces de points lumineux qui se déplaçaient de manière rectiligne, plusieurs, et puis il y avait un flash lumineux. Et puis d'un seul coup, on s'apercevait que ces points lumineux changeaient complètement en fait de trajectoire, donc sans tournant évidemment, avec un angle très important, et une accélération très très forte. Je sais pas si M. Poher a eu l'occasion de voir cette cassette. Je trouve que ça alimente un petit peu tous ces témoignages qui ont pu être apportés sur les accélérations. Et puis donc ma question, je reviens là, c'est que donc en ayant acheté votre livre, en vous écoutant, je me suis rappelé dans le magazine Science et Vie d'un article sur la gravitation quantique, l'expérience qui contredit définitivement Einstein. Vous avez peut-être entendu parler donc de ce chercheur soviétique qui est basé à Grenoble, qui s'appelle Valéry Nesvijevski, et qui a mis en évidence. D'ailleurs, dans mon livre, vous verrez que j'utilise son expérience. D'accord. Parce que justement ma question c'était en fait moi quand j'ai lu donc l'article qui était assez bien fait, que j'ai essayé de comprendre mais j'ai eu beaucoup de mal, j'arrivais pas bien en fait à visualiser pourquoi effectivement les neutrons qui passaient entre les plaques donc absorbantes en fait effectivement avaient une courbe qui était quantique, et apparemment vous m'avez peut-être répondu tout à l'heure, mais peut-être vous pouvez m'aider encore un peu mieux à comprendre, à savoir que donc il y a plusieurs en fait moments quantiques, on va dire. Il y a une espèce de courbe en escalier, ça descend, ça remonte. Donc ce serait des moments en fait où il y a des pertes, ou au contraire comment vous les appelez, des universons donc, qui partent du neutron ou qui arrivent. Donc il ferait en fait cette espèce de courbe en escalier. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre ou pas? Non, c'est plus simple que ça. D'accord. Si on peut interpréter l'expérience de Nesvijevski de cette façon-là, c'est pas sûr. Il y a peut-être plusieurs interprétations. Mon interprétation à moi, c'est que les neutrons, ce sont des neutrons qui vont très lentement, ce qui est très difficile à faire. Et ces neutrons circulent entre deux plaques qui sont séparées par un intervalle tout petit. C'est un intervalle de quelques microns, quelques dizaines de microns. Et on change cet intervalle pour voir si les neutrons passent dans cet intervalle ou pas. Or, les neutrons, c'est neutre par définition, donc les champs électriques n'agissent pas dessus, les champs magnétiques non plus, donc il y a uniquement la gravitation qui agit sur ces neutrons. Et on s'aperçoit que les neutrons, ils tombent, bien entendu, dans le champ de gravitation, ils rebondissent sur la plaque du dessous, qui est un miroir à neutrons, si vous voulez, et puis ils sont absorbés par la plaque du dessus, donc ils ne peuvent pas, s'ils tamponnent la plaque du dessus, retomber. Donc, si on observe les neutrons, ils vont décrire des paraboles, des rebonds, comme une balle de tennis qui rebondit sur un court toute seule, n'est-ce pas? Sauf que là, ils sont dans le vide et le rebond est parfait. Alors, mon interprétation de l'expérience montre que si on descend en dessous de certaines distances entre les deux plaques, il n'y a plus du tout de neutrons qui passent. Mon interprétation, c'est qu'à ce moment-là, la gravitation qui s'exerce sur les neutrons ne diffère que d'un universon. C'est-à-dire qu'un seul universon agit à ce moment-là pour expliquer le phénomène de chute qui ne peut pas être plus petit que ça. On ne peut pas avoir une interaction plus petite qu'un universon. La gravitation étant quantifiée, c'est par paquet d'un universon d'énergie. Donc à ce moment-là, le rebond
d'un neutron et d'un rebond d'une certaine hauteur qui est déterminée par l'énergie transportée par un universon. C'est ma façon d'interpréter cette expérience. À ce moment-là, quand on calcule l'énergie à laquelle ça correspond, on trouve le chiffre que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire 8,5 10 puissance moins 23 joules. Voilà. Alors, on peut interpréter effectivement cette expérience d'une autre façon, mais qui dit aussi que la gravitation est quantifiée. Donc, si la gravitation est quantifiée, quelle que soit la façon d'expliquer l'expérience, on arrive à un fait. Si la gravitation est quantifiée, il faut que quelque chose apporte par paquet cette énergie. Et ce quelque chose, moi j'appelle l'universon. Donc, je pense que c'est la façon alors, dire que ça remet en cause Einstein, je pense pas. Je pense pas, parce qu'Einstein, c'est pas ça qu'il a fait. Einstein nous a dit qu'un champ gravitationnel, c'est équivalent à une courbure de l'espace-temps. Donc, dire que ça remet en cause l'équation d'Einstein, à ce propos, ça voudrait dire qu'on dit qu'il n'y a pas de rapport entre l'universon et l'espace-temps. Alors ça, j'en suis pas sûr du tout. Parce que c'est très difficile à montrer ça. Moi, je pense qu'au contraire, il y a un rapport entre les deux. Parce que quand je trouve que l'ensemble des particules de matière est constitué d'universons qui sont remplacés sans arrêt, ça veut dire que ces universons ont un énorme impact sur tout ce qui se passe dans l'univers. Et l'espace-temps, on ne sait pas ce que c'est. Les gens pensent qu'il est quantifié, l'espace-temps. Donc là, on est aux frontières de la connaissance, c'est ce qu'on pourrait appeler la physique quantique de l'espace-temps. Et là, je veux vous dire qu'on ne connaît pas encore ce qu'il en est. Donc il ne faut pas, a priori, penser qu'on est en contradiction avec la relativité. Moi, je ne le pense pas du tout. Je pense qu'il va falloir travailler beaucoup pour essayer de comprendre de quelle façon les deux sont liés entre eux. Je pense qu'ils sont liés. C'était le titre, mais ça c'est le titre habituel que Science et Vie utilise, quoi, hein, pour ses articles. C'est des titres, qui font vendre, on va dire, quoi. Hein. Oui, mais je pense que c'est pas important de vendre. L'important, c'est les conséquences pour l'humanité, vous savez. Et je voulais vous demander, donc, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur cette image, là, vous l'avez déjà vu, sûrement, cette image dans cette cassette, là Non, j'ai pas vu ça. Non. Enfin, ça ne m'étonne pas, vous savez, il y a eu beaucoup de films, de photographies qui ont été faites depuis des avions, depuis des véhicules divers et variés, que ça se fasse depuis une navette, ça me paraît tout à fait normal. Ce n'est qu'une confirmation de ce que racontent les témoins. Un film, c'est pas très facile à exploiter, parce que on n'enregistre pas en même temps sur le film les mouvements de la caméra. On a une image de l'espace, et puis on voit des lumières qui bougent, mais il faudrait savoir à quelle vitesse l'orientation de la caméra change, pour avoir les vitesses angulaires, si vous voulez. Si je me rappelle bien, c'était un plan qui était plutôt fixe. Oui, c'est ça. Et en fait, il y a eu toute une controverse dans la cassette, c'est-à-dire que la NASA, elle interprète ça comme étant des cristaux de glace qui se baladent devant, à proximité, on va dire, de la navette. Il y a quelque temps dans cette émission, c'est que dans l'espace, on a un gros inconvénient, c'est qu'on ne connaît pas, on n'a pas de moyen de mesurer la distance. Quand on est confiné, on n'a pas d'effet de perspective, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas de repère à l'extérieur, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, il n'y a pas de nuages, donc on ne sait pas quelle est la distance. Quand un témoin est au sol, il a un avantage, c'est qu'il voit passer l'engin au-dessus ou en dessous des nuages, il voit passer devant un arbre ou devant la maison du père Mathieu, donc on a des repères. Et là, dans l'espace, on n'a pas du tout de repères. Donc quelque chose de petit qui serait proche de la caméra donnerait la même chose que quelque chose de très gros qui serait très loin, si vous voulez. Oui, bien sûr, ça se comprend tout à fait, ouais. Enfin, c'est un élément qui est assez troublant. Oui, je pense qu'on est un peu trop attirés les uns et les autres, moi aussi, par le côté un peu miraculeux, si vous voulez, de la technologie spatiale et de ses conséquences. Moi, je me souviens, dans les débuts du GEPAN, on m'avait présenté une observation qui avait été faite depuis le Concorde. C'était le début du Concorde, tout le monde trouvait ça magique, mais c'était un simple nuage d'altitude, on appelle un nuage noctulescent. Le fait que ce soit Concorde n'avait aucune importance. Un observateur qui soit au sol ou qui soit dans l'espace, c'est un observateur. Ouais, d'accord.
Et moi j'ai une question pour toi. Alors, en achetant le livre de Claude Poher ce matin, est-ce que tu savais qu'il intervenait à l'antenne ce soir? Absolument pas, c'est un hasard. C'est bien, comme ça tu as la lecture et puis tu as le son aussi et tu as pu parler à l'auteur. Si je comprends bien, j'aurais au moins vendu un livre, si je crois bien. C'est-à-dire qu'en fait c'est Jean-Pierre Petit qui a souvent parlé de vous. Et donc quand j'ai vu votre nom sur un bouquin et que ça parlait en plus de la gravitation, bon tout de suite moi j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, j'y vais parce que ça doit être assez intéressant. Vous avez eu du courage parce que Jean-Pierre Petit n'a pas dit que du bien de moi si je me souviens bien. Oui, mais justement je m'arrête pas à ce genre de choses. Bravo. Voilà, et puis j'ai lu bon là comme on dit la 4e de couverture, ça m'a semblé très intéressant et ça a suffi à emporter mon enthousiasme quoi. Hein. Tout simplement. Très bien Laurent, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bien. Au revoir. Ben voilà, Claude Poher, on va s'acheminer vers une conclusion, mais on va suivre de près la suite des débats sur cette théorie nouvelle qui nous annonce un bouleversement d'univers. De temps à autre, on se permettra de vous téléphoner pour connaître la suite, parce que c'est tout à fait palpitant. Bien volontiers. Alors, est-ce que vous allez poursuivre le débat sous forme soit de tournée de conférences, si on vous invite, ou soit sur Internet, par le moyen des forums, des listes de diffusion, des choses comme ça? Ni l'un ni l'autre. Je pense que maintenant, je voulais faire deux choses en ce qui concerne la diffusion de cette information scientifique. Je voulais faire deux choses. D'une part, montrer aux témoins, parce que je leur ai dédié mon livre, leur montrer que c'est important de rapporter leur observation, parce que ça conduit à des chercheurs à la réflexion. La deuxième chose, c'est que je voulais inciter des chercheurs, des jeunes en particulier chercheurs, à aborder l'étude non seulement des phénomènes ovnis, mais aussi et surtout de la gravitation sous cet angle-là. Et je pense que c'est dans cette direction-là qui est la prioritaire, qu'il faut maintenant ouvrir le débat. Moi, je ne suis pas opposé à faire des conférences, mais bien entendu, le temps que je passerai à faire des conférences, à informer le public, c'est du temps que je ne consacrerai pas à continuer à avancer. Et je peux vous dire que ça prend beaucoup de temps parce que c'est difficile, c'est compliqué, c'est laborieux. Il ne faut pas croire que ça vient comme ça simplement. On est dans le noir absolu et il faut essayer de trouver quelque chose qui explique des phénomènes qui sont observés. Et ça prend énormément de temps parce que c'est un peu comme de parcourir un labyrinthe en étant aveugle, si vous voulez. Il faut faire beaucoup de tentatives qui échouent pour arriver à une tentative qui marche. La recherche scientifique, c'est un peu comme de parcourir un labyrinthe où il y a beaucoup plus de cul-de-sac que de voies royales. Hein. Et par conséquent, faire de l'information du grand public, c'est beaucoup trop consommateur de temps. Je pense que de toute façon, si cette théorie est intéressante pour les chercheurs, ça se saura. Eux-mêmes vont publier et les gens vont dire parce que ça promet un bouleversement. Mais c'est la raison pour laquelle moi j'ai publié ce livre. Je n'aurais pas ouvert la bouche si je n'avais pas quelque chose de neuf. Et je pense qu'il est important que les chercheurs prennent conscience du neuf que ça représente. Et je pense qu'ils vont mettre un certain temps parce que ça remet en cause un certain nombre d'idées. Oui, donc il fallait publier, c'était indispensable. Il fallait publier, oui. Et alors la suite des débats va se... Je le devais au public et je le dois d'une façon générale aux chercheurs. Alors la suite du débat scientifique va se passer comment? Alors par écge de bouquins la main est maintenant aux autres. Il faut d'abord qu'ils lisent mon livre. Et ensuite, ne vous inquiétez pas, les échanges viendront. Moi, je suis déjà en contact avec des chercheurs de la NASA parce que depuis j'ai progressé aussi. Et je me suis aperçu que l'orbite de la Terre était modifiée légèrement. C'est toujours petit, des petites modifications. Parce que si tout ça était grand et facile à observer, il y a longtemps qu'on le saurait. Donc c'est des petites modifications. Je sais qu'elles ont été observées par Pioneer 10, mais nous avons des moyens de vérifier dans les archives qui ont été enregistrées depuis des décennies avec d'autres sondes, on a des moyens de vérifier ça d'une façon beaucoup plus précise. Si on n'a pas pu le faire jusqu'à présent, c'est parce qu'on ne savait pas quoi chercher. Et là, j'ai fait un certain nombre de travaux de calcul, de prédiction de trajectoire, et j'ai demandé à la NASA de regarder ça, et ils sont en train de le regarder. Ça n'est pas un petit travail, il faut reprendre des dizaines d'années d'archives de signaux Doppler mesurés par les stations spatiales, par les stations de poursuite, sur des engins comme Viking, par exemple, qui étaient posés à la surface de Mars.
sur les engins Pioneer 10 et 11, il faut vraiment faire un gros travail pour extraire les faits que j'ai montrés. Par exemple, les modifications de l'orbite de la Terre, de Mars, etc. Ça ne va pas nous apprendre des montagnes de choses, mais au moins on aura une preuve supplémentaire de la réalité du phénomène. Parce que si je prédis sur la base d'une théorie un fait et qu'on l'observe vraiment, et il semble bien que l'amplitude du phénomène, on l'ait bien observé, avec un bruit important parce qu'on n'a pas utilisé la bonne méthode de dépouillement, eh bien ça sera encore un progrès supplémentaire. Parce qu'à chaque fois, on va découvrir un petit écart par rapport à ce qu'on sait. Il y a quelque chose qui sera bizarre, donc on va réfléchir. Et puis c'est comme ça qu'on va progresser. Oui, je rappelle évidemment les coordonnées du livre. On doit prévenir qu'il y a beaucoup d'équations, mais on peut lire en sautant les équations. Puis il y a aussi des rappels en fin de chapitre. Vous avez organisé la chose de telle sorte qu'on puisse lire à plusieurs niveaux, selon son degré de connaissance. Oui, c'est absolument nécessaire en fait de nos jours. Cette théorie ne peut guère s'expliquer en moins de 300 pages, donc elle n'est pas du domaine des articles scientifiques. Donc on ne peut pas espérer exposer ça aux chercheurs sous la forme d'un article scientifique classique dans une revue scientifique classique. On est donc obligé de faire un ouvrage. Et alors à ce moment-là, on a un problème qui est que le nombre de chercheurs n'est pas suffisant pour justifier un ouvrage destiné uniquement aux chercheurs. Donc, et puis en plus, comme je le disais, il faut aussi que les observateurs, les témoins, se rendent compte de l'importance de ce qu'ils observent et de le raconter avec le maximum de précision. Et on leur doit ça. Donc il faut écrire à ce moment-là le livre de deux façons. Une façon pour les non-scientifiques et une façon pour les scientifiques. On arrive à mélanger les deux. C'est un peu plus difficile. Mais je crois que les chercheurs qui sont financés par les impôts des gens qui font les observations, finalement, ils ont un devoir. Ils ont premièrement le devoir de recherche, puisque c'est leur métier, mais le devoir d'information. Nous devons informer le public de ce que nous faisons. Il n'y a pas de raison. Avec le regret toutefois que le GEPAN n'ait pas publié autant que vous l'auriez souhaité à l'époque. Là, nous avons perdu 20 ans probablement. Oui, c'est vrai, c'est un regret, mais enfin c'est un fait. Bien, Claude Poher, donc gravitation, les univers sont énergie du futur. C'est publié aux éditions du Rocher, les mêmes éditions qui publient d'ailleurs le rapport Cometa depuis juin dernier. J'aurais évidemment plein d'autres questions, Franck de Cloquement également. L'émission vient de durer 4 heures. On peut considérer que c'est la première de l'aventure. On va vous retrouver à d'autres occasions, si vous voulez bien. Bien. Maintenant, nous allons poursuivre la nuit avec 2 documents sonores. Le premier concerne le docteur Lair et le deuxième, le projet Biosphère, pour rester évidemment dans la note. Alors, le docteur Lair, l'auriez-vous rencontré Oui, j'ai eu l'occasion de participer à une réunion de quelques individus où il a exposé ses travaux. Il me semble que c'est lui. J'ai pas été très convaincu par ce qu'il a exposé, je dois dire, mais c'était très très court en fait. On n'a pas eu l'occasion de faire de vérification, quoi que ce soit. J'ai pas été convaincu par l'exposé, mais voilà. Alors biosphère c'est autre chose, ça c'est important, c'est difficile à faire. Il s'agit du genre d'expérience qu'il faut faire pour pouvoir vivre en autarcie dans l'espace. Et on commence par le faire au sol dans des conditions qui soient tout à fait contrôlées. Je pense qu'il faut suivre cette affaire-là parce que c'est intéressant. Alors Biosphère, c'était donc le projet américain. Là, il s'agit de Biosphère 2. Oui. L'autarcie complète, malheureusement, ils ont subi des fuites. Ah oui, c'est extrêmement difficile à faire. Je pense qu'on n'y réussira pas du premier coup. Mais on apprend des choses de toute façon. On apprend que c'est difficile, par exemple. Oui, ça me rappelle une expérience patronnée par l'IFREMER dans l'Antarctique qui a eu lieu il y a 4 ans environ, qui avait mené une douzaine d'hommes en confinement pendant 1 an. Oui, je me souviens, oui. Et ça n'a fait aucun bruit à la surface des revues scientifiques, encore moins du grand public à l'époque. Mais ça évoque bien la recherche sur les voyages de longue durée. Ah oui, et puis il y a probablement des gens qui font des choses de ce genre-là, qui sont les militaires
Vivre dans un sous-marin nucléaire en plongée pendant 3 mois, c'est pas évident, vous savez. Bon, ce genre d'activité est intéressant. Malheureusement, dans ce qui concerne l'espace, il nous faut des conditions encore plus rudes que ça. Les gens qui font du travail dans ce domaine-là le font aussi assez discrètement. Enfin, ça progresse quand même, parce que les biologistes sont intéressés. Ils ont des expériences dans lesquelles ils confinent des plantes, ça veut dire qu'elles n'ont pas d'échange avec l'extérieur, de façon à contrôler très très parfaitement le milieu dans lequel ces plantes se développent, et ainsi mieux comprendre ce qui se passe. Donc il y a beaucoup de travaux de fait sur ce genre de choses. C'est ce que je disais au début de cette émission, c'est que l'approche pluridisciplinaire de ce genre de travaux est extrêmement précieuse. C'est comme ça qu'il faut faire. Là, il s'agissait du confinement des individus, oui. Mais le fait qu'on en ait peu parlé, c'est aussi que l'équilibre psychologique... Il y a des gros problèmes quand on confine les individus. Oui, l'équilibre psychologique était devenu incertain, et l'un des responsables d'expédition est mort par suicide. Oui, absolument. Mais tout ça va dans le sens de l'exploration spatiale. Bien sûr, c'est pourquoi... Bien sûr, les gens ont ça dans la tête. Hein. Ils se disent que pour aller sur Mars, il faudra confiner des gens pendant 2 ans, hein, parce qu'il y a 1 an pour faire le voyage aller, 1 an pour faire le voyage retour, 15 jours ou 3 semaines ou 1 mois sur place, sur le plan psychologique, sur le plan de la vie, tout court, c'est pas simple. On ne sait pas le faire encore aujourd'hui, vous savez, sinon on l'aurait fait. Il n'y a pas que la propulsion, hein. Il y a vraiment un grand nombre d'autres problèmes. Et ces problèmes-là, il faut les aborder petit à petit. Ces expériences de confinement permettent de se rendre compte d'un certain nombre de choses. Les astronautes sont des gens très entraînés. On choisit des garçons qui sont vraiment en pleine forme. Mais sur le plan psychologique, ils sont comme nous autres. Hein. Même s'ils sont très solides, ils sont quand même soumis à des contraintes qui ne sont pas simples, quoi. Les problèmes qu'on rencontre dans l'espace pour vivre en commun comme ça n'ont strictement rien à voir avec ceux que l'on a sur Terre, parce qu'il y a quelque chose de plus, c'est que on n'a pas la possibilité d'ouvrir la porte et d'aller faire un tour pour s'isoler. Hein. C'est vraiment vivre les uns sur les autres, quoi. C'est difficile. Il semble que ce soit vraiment très difficile, quoi. Alors, au moment de cette conclusion, on évoque les colonies de l'espace, le fait que peut-être ceux qui nous visitent sont orphelins de leur planète d'origine, sans espoir de retour, et que ça peut nous arriver un jour. L'humanité polluée nous montre bien ce chemin, et on est en train de se donner les moyens d'explorer les autres galaxies. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas quelle est la taille optimum d'une ville de l'espace, si vous voulez. Moi, il me semble que ça peut être petit. Ça n'a pas forcément la taille d'un village. Hein. Ça peut être petit. Si vous êtes capable de faire des voyages rapides d'un point à un autre, l'endroit où en fait vous vivez, c'est sur d'autres planètes. Ça veut dire que vous êtes un peu comme les gens du voyage. Hein. Les gens du voyage, je veux dire les nôtres. Hein. Sur Terre. Eux, ils vivent à un endroit puis à un autre et ils changent d'endroit. Mais c'est un peu ça dans l'espace. Vous n'avez pas d'attache fixe. C'est pas une civilisation que vous avez. Vous emportez avec vous ce que vous estimez nécessaire pour vivre au jour le jour. Et puis vous changez d'endroit. Ces visites, pour eux, c'est pas très intéressant d'arriver sur une planète où c'est vivable, mais où il y a 6 milliards d'individus. C'est prendre des risques énormes. Ils sont intéressés peut-être par notre façon de vivre, notre environnement, etc. Mais le risque est tellement grand pour eux qu'il vaut mieux qu'ils aillent ailleurs. Il doit y avoir foison de planètes vivables où il n'y a pas 6 milliards d'individus. Ça me paraît évident. Il n'y a qu'à regarder le passé de la Terre. Pendant une très longue période, ça s'est passé comme ça. Est-ce qu'on peut penser que quelque part sur Terre actuellement des labos mènent des recherches sur l'hibernation? Je crois pas. Je crois pas parce que ça pose d'énormes problèmes. C'est pas évident. Sur le plan biologique, ça marche pas, quoi. On étudie par exemple les poissons qui arrivent à vivre en dessous de 0 degré.
ils ont inventé l'antigel, hein, apparemment. Mais on s'en va pas très loin. Mais c'est tout ce qui se passe, que je veux dire. On n'a jamais, en dehors des micro-organismes, on n'a jamais d'organisme très complexe qui réussit à vivre d'une façon correcte après avoir été gelé. Hein. Ah non, mais je parlais pas de cryogénisation, simplement de vie ralentie, de ralentissement vital. On ne sait pas faire. Ouais. Il y a des animaux, oui, mais dans les grottes, vous voulez dire des choses comme ça, mais la vie ralentie par le froid ou par des drogues, etc. Mais quel est l'intérêt? Je veux dire, que ça va apporter quoi? Ça, c'était dans l'idée que le voyage serait long. Il faut les endormir parce qu'il faut qu'ils soient encore vivants après. Alors on s'imaginait qu'il fallait faire ça. Il n'y a pas besoin, quoi. Il suffit d'accélérer un coup. Bien. Ben, Claude Poher, on en reste là pour cette fois, si vous voulez bien. Alors, je vais dire au revoir à Didier Deplagne, c'est-à-dire à vous et à Franck, et puis à tous vos auditeurs aussi, en espérant que ça les incitera à faire un peu de science, parce que la science est un peu en décadence, malheureusement, dans nos pays civilisés. C'est dommage. Je pense que les médias de télévision sont un peu responsables de ça, et puis aussi le fait que les gens y croient pas trop, quoi. En fait, tout ce que l'on fait, toute notre vie est pleine de science. La technologie, les moyens que nous avons tous les jours, nos voitures, etc., c'est le résultat de la recherche scientifique. Et il faut inciter les jeunes à faire pas de faire de la recherche scientifique d'abord, mais apprendre la science. Il ne faut pas la dévaloriser, la science. C'est le fonctionnement du cerveau qui est en cause, là. Le cerveau, c'est l'organe le plus noble de l'homme. Et s'en servir à travers le savoir, c'est plus important. Le savoir, c'est une des grandes choses de l'humanité. Donc, il faut inciter la jeunesse à s'intéresser à la science. C'est une récompense d'apprendre des choses. Les chercheurs qui découvrent des phénomènes naturels sont émerveillés, c'est-à-dire qu'il y a une richesse dans la nature que l'on ne peut pas apprécier si on ne fait pas l'effort d'apprendre ce que les autres ont trouvé. Et c'est ça, apprendre la science. Et elle est très bien enseignée dans nos écoles, dans nos facultés, dans nos lycées. Je crois qu'il faut en profiter. Et dans le cadre de ce programme, la vague d'OVNI, donc tous les mardis, je note en particulier une chose, c'est que le phénomène des visiteurs n'est même plus une hypothèse, c'est une évidence, c'est qu'il faut se mettre au travail. Voilà. Bonsoir à tous. Merci Claude Poher.